Dans la mer de Chine orientale, l'une des zones maritimes les plus sensibles et les plus tendues de la planète, un phénomène sans précédent s'est produit. Environ 2000 bateaux de pêche chinois sont apparus simultanément, formant deux lignes d'une longueur allant jusqu'à 466 km, dessinant un dispositif proche d'un L inversé. 3 semaines plus tard, un dimanche de la mi-janvier, 1400 bateaux supplémentaires se sont à nouveau rassemblés. Cette fois, ils ont constitué un rectangle long de 200 000 nautiques, soit environ 370 km, deux événements successifs d'une ampleur considérable, avec une formation strictement organisée, et surtout ils n'ont pas eu lieu dans des eaux profondes et isolées, mais dans une zone jouxtant Taïwan, proche du Japon, et à proximité des routes maritimes vitales pour les États-Unis et leurs alliés. La question est donc la suivante, s'agit-il simplement d'activités de pêche, ou bien de l'expression d'une stratégie militaire dissimulée, utiliser des bateaux de pêche comme écran pour une force de milice maritime? Si cet épisode correspond au plus grand exercice de milice maritime de l'histoire moderne, ses conséquences pourraient ébranler l'ensemble de l'architecture de sécurité de l'Indo-Pacifique, lorsque des navires arborant le drapeau rouge ne servent plus seulement à gagner leur vie, mais deviennent la pointe avancée d'une stratégie d'affrontement silencieux. Le Japon, Taïwan et même les États-Unis ne peuvent plus se contenter d'observer concrètement que cherche Pékin et comment le monde doit-il réagir face à une armée dissimulée, massive, mais non conventionnelle. Allons au fond de l'analyse. Depuis plus d'une décennie, des observateurs internationaux alertent sur l'ambiguïté entre forces civiles et forces militaires dans les opérations maritimes chinoises. Mais aucun événement n'a autant illustré cette doctrine que ces deux démonstrations récentes au large de la mer de Chine orientale. La première s'est produite à Noël 2025. Environ 2000 bateaux de pêche chinois sont apparus d'un seul coup dans cette zone stratégique. Non pas pour pêcher librement, mais en se déployant en deux lignes parallèles. Chaque ligne atteignait 466 km, formant un gigantesque L inversé au milieu de l'océan. Moins d'un mois plus tard, un nouveau rassemblement s'est produit. Un dimanche de la mi-janvier, environ 1400 bateaux, cette fois disposés en formation rectangulaire d'une longueur de 200 000 nautiques, soit environ 370 km. Dans des eaux comparables, ni les timings, ni l'échelle, ni la structure ne doivent rien au hasard. Il ne s'agit plus de pêche, mais d'une démonstration de capacité à organiser, coordonner et contrôler l'espace maritime selon une logique de militarisation. D'après des images satellitaires commerciales relayées par plusieurs médias internationaux, dans le New York Times, les bateaux ont été déployés avec une précision élevée, en formation structurée et maintenue de manière stable pendant une durée prolongée. Rien à voir avec une pêche traditionnelle, habituellement dispersée, mobile et variable en fonction des bancs de poissons. Jason Kahn, directeur général de la société de renseignement spatial Space, estime qu'il pourrait s'agir d'un entraînement à grande échelle visant à tester les capacités de contrôle, de commandement C2 et de coordination de moyens civils en mer comme une force prête à l'emploi. Ce qui inquiète, c'est précisément le niveau de synchronisation et la capacité à mobiliser un grand nombre d'unités en très peu de temps. Il ne s'agit pas de dire que la marine n'a plus besoin de navires de guerre, mais bien de constater que des milliers de bateaux de pêche sont devenus un instrument de contrôle de l'espace maritime au sens militaire du terme. Pour les experts américains, la profondeur tactique rend la situation encore plus préoccupante. Thomas Augas, ancien officier de la marine américaine et aujourd'hui chercheur principal au Center for a New American Security, CNAS, avertit que de petits bateaux de pêche, s'ils sont employés intelligemment, peuvent devenir un
un outil de brouillage des radars et des capteurs des navires de guerre modernes, dans une masse compacte. Chaque unité n'a pas besoin d'être armée pour être dangereuse. Elle peut servir d'appât dans de fausses attaques, perturber les systèmes radars, voire masquer la présence réelle de bâtiments militaires dans la zone. Dans ce cas, distinguer la menace réelle du leurre devient un dilemme vital pour n'importe quel dispositif de défense. Dans des combats navals de haute intensité, le professeur Andrew Harrison, de l'Université navale de guerre des États-Unis, voit dans ces événements une démonstration d'une tactique nouvelle. Combinant pression dure et pression douce, selon lui, il s'agit peut-être d'un message adressé au Japon sur la question de souveraineté autour des îles Senkaku, mais aussi d'une répétition générale à grande échelle pour un scénario d'affrontement avec Taïwan. Voire avec les États-Unis, à ses yeux, l'usage de bateaux de pêche comme milices déguisées permet à Pékin d'éviter d'apparaître comme l'initiateur direct d'un conflit, tout en maintenant une pression militaire permanente sans exposer la marine régulière en première ligne. C'est la logique de la zone grise insuffisant pour déclencher une guerre totale, mais suffisant pour grignoter l'espace stratégique. Pas à pas, depuis longtemps, la Chine entretient une force appelée milice maritime, officiellement des pêcheurs, mais en réalité formée, soutenue logistiquement et orientée via des systèmes de communication militarisés. D'après des rapports publiés par le Center for Strategic and International Studies, CSIS, en octobre 2025, cette force est considérée comme une arme de guerre politique en mer. Les bateaux chinois ne pêchent pas seulement, ils constituent un instrument stratégique visant à imposer une présence, à affaiblir le droit international et à transformer progressivement le statu quo au profit de Pékin. Un exemple marquant remonte à 2023. Deux câbles sous-marins reliant Taïwan à l'archipel des Matsu ont été endommagés après que des bateaux de pêche chinois les ont accidentellement heurtés, même sans preuve définitive d'intention. L'épisode illustre la nature à double usage de ces moyens. Couverture économique d'un côté, capacité de sabotage d'infrastructures stratégiques de l'autre, la combinaison d'un volume massif, d'une capacité à tenir une formation sur ordre et d'un objectif stratégique explicite transforme cette armée de bateaux de pêche en une force réellement redoutable. Sans coup de feu, sans navire de guerre, mais capable d'écraser l'adversaire par le nombre et l'occupation de l'espace, de désorganiser les défenses et d'éroder la volonté de résistance des pays voisins. C'est une guerre non déclarée que Pékin met en œuvre discrètement. Et plus inquiétant encore, la communauté internationale n'a toujours pas de réponse réellement efficace pour contenir ce type de guerre dissimulée. Pour Taïwan, chaque pression issue d'une flotte de pêche structurée par la Chine n'est plus un risque théorique, mais une menace immédiate. En 2023, deux câbles sous-marins reliant Taïwan. Le continent et l'archipel des Matsu ont été sectionnés à la suite d'une collision impliquant des bateaux de pêche chinois. Même sans preuve irréfutable, Taipei estime qu'il s'agissait d'une action calculée pour tester les réactions et la capacité de protection informationnelle de Taïwan. Ces épisodes, ajoutés aux deux mobilisations massives en mer de Chine orientale, ont poussé les autorités taïwanaises à adopter des contre-mesures concrètes. Les gardes-côtes taïwanais ont reçu l'ordre d'élargir leur format, d'augmenter la fréquence des patrouilles et d'étendre la zone de contrôle dans les secteurs sensibles autour de l'île. Selon le plan annoncé par le Conseil océanique, Taïwan vise d'ici 2031 un effectif d'au moins 147 navires modernes, capables d'assurer une présence permanente 24/7 dans les zones critiques. La ministre de l'Océan, Mim Campbell, a affirmé que Taïwan ne pouvait pas lutter seul contre les coercitions maritimes venues de Chine. Sa déclaration souligne une volonté claire de renforcer la coopération avec les puissances alliées, notamment le Japon, via des exercices communs
le partage de renseignements maritimes et une coordination tactique afin de bâtir un mécanisme multilatéral de réponse aux opérations de zone grise. Pour le Japon, qui conteste directement avec la Chine la souveraineté sur l'archipel des Senkaku, la densité de la présence de bateaux chinois en mer de Chine orientale ressemble à une déclaration de guerre douce. À Tokyo, des analystes de sécurité avertissent que ces opérations de milices déguisées ne visent pas seulement à imposer une présence dans des zones disputées, mais peuvent perturber le commerce, menacer la sécurité énergétique et provoquer des incidents non souhaités si des navires civils chinois cherchent délibérément la confrontation avec les forces japonaises dans un contexte où Pékin accroît la pression militaire autour du détroit de Taïwan. Le Japon est poussé à clarifier une posture de défense plus proactive, au-delà de la simple protection des eaux territoriales. Cependant, c'est probablement aux États-Unis que l'ampleur stratégique du problème apparaît le plus nettement. Dans des rapports récents du département de la guerre et du Pentagone, la militarisation du civil en mer est classée parmi les défis stratégiques de long terme. Au même niveau que les armes hypersoniques ou la guerre cybernétique, la raison est simple: si un conflit éclate dans le détroit de Taïwan ou en Asie du Nord-Est, ces bateaux de pêche, sous couverture d'activités halieutiques, pourraient être mobilisés pour bloquer, encercler ou désorganiser la manœuvre navale américaine. L'impact serait immense, car les navires de guerre américains sont conçus pour répondre à des menaces armées directes, pas à des centaines de cibles civiles ambiguës. Susceptibles pourtant de perturber l'environnement tactique, une masse de petits bateaux peut saturer les capteurs, augmenter le risque de confusion entre leurre et objectifs réels, provoquer des situations d'urgence, ralentir la réaction et même entraver la prise de décision. Dans la guerre moderne, où chaque minute compte, une stratégie de militarisation du civil capable de paralyser localement un dispositif peut devenir un facteur de basculement. Thomas Hugas a décrit ces milliers de bateaux comme un nuage de brouillage tactique capable de rendre des technologies de pointe inutiles si l'on ne distingue plus le vrai du faux. Le niveau de menace dépasse largement ce que les doctrines navales classiques ont l'habitude de traiter. Pour comprendre pourquoi Pékin investit autant dans une milice maritime structurée autour de la flotte de pêche, il faut regarder la stratégie de long terme de la Chine sous Xi Jinping. Il ne s'agit pas de réactions ponctuelles, mais d'un plan d'expansion progressive de l'influence. Par des méthodes asymétriques, sur mer, Pékin ne peut pas et ne veut pas affronter frontalement les États-Unis dans une guerre navale totale à ce stade. La Chine choisit donc la voie détournée, employer des outils civils partiellement militarisés pour prendre l'initiative dans la zone grise entre paix et guerre. Déployer simultanément des milliers de bateaux dans des zones disputées n'est pas seulement une démonstration de force. C'est une approche cohérente et roder la volonté de résistance des pays plus faibles, compliquer la réaction internationale et imposer une nouvelle réalité maritime sans tirer un seul coup de feu. Dans la doctrine chinoise, c'est la guerre sous le seuil des coercitions qui ne franchissent pas le seuil officiel de la guerre, mais qui peuvent produire un effet stratégique équivalent, à condition d'être conduite dans la durée et de manière systématique. Un moteur central réside dans les revendications territoriales très ambitieuses de Pékin. Depuis des années, la Chine affirme des prétentions contestées en mer de Chine méridionale, en mer de Chine orientale et sur des îles contrôlées par le Japon. Mais plutôt que de s'en tenir à des déclarations diplomatiques, Pékin ancre ses revendications par une présence continue. En utilisant des forces semi-militarisées, avec la milice maritime comme pièce maîtresse, maintenir une force permanente, même sous couverture civile, crée des précédents et modifie progressivement la perception internationale. C'est l'objectif, transformer le terrain pour que le monde finisse par accepter le fait accompli chinois.
La tactique des bateaux de pêche ne vise pas seulement des objectifs territoriaux, elle s'inscrit dans l'affrontement plus large Chine-États-Unis pour l'influence régionale. Alors que Washington renforce ses alliances avec le Japon, la Corée du Sud, les Philippines et Taïwan, Pékin cherche une réponse qui n'atteigne pas l'escalade ouverte. La milice maritime est l'outil idéal, envoyer un message dur tout en conservant une marge pour éviter l'escalade armée. C'est une dissuasion indirecte qui pousse les adversaires à réfléchir à deux fois avant de déployer des forces régulières dans des zones sensibles. Il existe aussi un angle intérieur dans un contexte de ralentissement économique, de baisse de croissance et de hausse du chômage, notamment dans les provinces côtières. Pékin a compris qu'organiser une partie des pêcheurs en milice, avec soutien financier, formation et encadrement, permettait à la fois de répondre à des enjeux sociaux et de renforcer la loyauté politique. Les participants reçoivent subventions, carburant, équipements de communication modernes, parfois rations et soutien médical fournis par l'appareil militaire. En échange, ils deviennent un prolongement de l'État, contrôle de l'espace maritime, remontée d'informations, exécution de missions non conventionnelles sur ordre. Pour de nombreux stratèges occidentaux, cette approche révèle une sophistication particulière de la Chine dans la conduite de la guerre moderne. Au lieu de tout miser sur des moyens coûteux et facilement surveillables porte-avions, sous-marins stratégiques, Pékin développe des outils asymétriques moins chers, mais très efficaces tactiquement et médiatiquement. Si l'adversaire réagit, Pékin peut dénoncer une agression contre des civils, retournant l'opinion surtout dans certains pays en développement. C'est une arme stratégique douce, portée par une logique de guerre totale. Il faut enfin considérer l'effet psychologique. À chaque apparition en formation, les médias d'État chinois diffusent rapidement des récits hautement symboliques, affirmant la légitimité de la présence chinoise dans les zones disputées. Cette répétition vise à ancrer, à l'intérieur, l'idée que ces mers sont indissociables du territoire chinois et à avertir l'extérieur, la Chine défendra sa souveraineté par tous les moyens, y compris sous couverture civile. Ainsi, la décision de Pékin d'utiliser des bateaux de pêche comme milice maritime procède d'une combinaison ambition territoriale. Confrontation douce avec les États-Unis, contrôle intérieur et exploitation des zones d'ombre du droit international. Chaque apparition n'est pas un acte isolé, mais un maillon d'une stratégie de contrôle de l'espace maritime par la zone grise, destinée à mettre l'adversaire sur la défensive et à affaiblir progressivement un ordre international fondé sur des règles. À Taipei, les autorités savent que, sans réaction rapide, les eaux autour de l'île risquent d'être progressivement occupées par une force semi-militarisée sous façade civile. L'épisode de 2023, lorsque deux câbles reliant l'île principale à l'archipel des Matsu ont été sectionnés par des bateaux chinois, a montré la vulnérabilité des infrastructures sous-marines. Depuis, Taïwan est passé d'une défense passive à une prévention active. Le renforcement des gardes-côtes ne se limite pas à l'objectif des 147 navires d'ici 2030 et 1. Il inclut aussi la modernisation des radars côtiers, le déploiement de drones de surveillance pour suivre les formations de milices et l'amélioration de la logistique littorale. La ministre du Conseil océanique, Madame Qin, a récemment insisté sur l'objectif de coopération renforcée avec le Japon en matière de formation, de partage d'informations tactiques et d'exercices conjoints. Le message de Taïwan est clair, Pékin peut déployer des moyens non conventionnels. Taipei répondra par des outils réguliers, structurés et une coordination internationale. Côté japonais, la menace est aussi une question de souveraineté. Les îles Senkaku, contrôlées par Tokyo, mais revendiquées par Pékin sous le nom de Diaoyu, ont déjà été ciblées à de multiples reprises
par des intrusions de bateaux de pêche et de garde-côtes chinois. Mais lorsque le volume grimpe à des centaines, voire des milliers d'unités en formation, Tokyo y voit une coercition pilotée à dimension stratégique. Le ministère japonais de la Défense a émis une alerte particulière, considérant ces formations comme une forme de guerre de zone grise, à traiter comme un risque militaire réel. En 2020, le Japon a mené plusieurs exercices conjoints entre la force maritime d'autodéfense et les gardes-côtes, afin de répondre à des scénarios où des masses de navires civils chinois chercheraient à encercler ou entraver des navires militaires. Le Japon renforce également ses installations radars sur les îles avancées, notamment à Yonaguni, à moins de 120 km de Taïwan, afin d'améliorer la détection précoce des activités anormales. Pour les États-Unis, l'enjeu dépasse la liberté de navigation. Il touche la crédibilité même des engagements stratégiques américains dans la région. Le Pentagone a multiplié les avertissements publics sur l'usage de bateaux de pêche comme outil de coercition. Le rapport annuel 2025 adressé au Congrès sur la puissance militaire chinoise consacre une section entière à la milice maritime. Décrite comme un défi asymétrique échappant aux standards de la guerre navale classique, est susceptible de produire des dommages stratégiques si elle n'est pas contrée à temps. Lors d'une récente conférence navale, un amiral commandant des opérations navales américaines a souligné que les guerres futures n'auront pas de zone sûre, pas d'arrière-front, et même pas de temps pour comprendre l'ennemi après les premières minutes de combat. Dans un contexte où la Chine peut déployer des milliers de navires à usage tactique, cette alerte signifie que Washington se prépare à des scénarios bien plus complexes que par le passé. Concrètement, la marine américaine intensifie ses patrouilles dans les eaux disputées, élargit les exercices conjoints avec le Japon, la Corée du Sud, les Philippines et l'Australie. Surtout, les États-Unis poussent au développement d'un réseau de partage de données en temps réel avec leurs partenaires, afin de mieux surveiller la milice maritime chinoise. Des systèmes satellitaires commerciaux sont intégrés aux dispositifs de renseignement régionaux pour détecter plus tôt les mobilisations massives de navires civils. L'objectif n'est pas seulement de voir, mais de construire une réponse stratégique avant que Pékin ne puisse mettre son intention en œuvre. L'histoire montre que les guerres les plus dangereuses ne commencent pas toujours par des tirs, mais souvent par l'indifférence face à des provocations répétées et systématiques. Chaque bateau de pêche chinois en formation aujourd'hui peut devenir le prélude à une crise sécuritaire majeure demain, et aujourd'hui, plus que jamais. La région doit parler, agir et se coordonner stratégiquement pour défendre non seulement sa souveraineté, mais aussi les principes d'un monde libre en mer. Mesdames et messieurs, notre vidéo s'arrête ici. Merci de votre attention et de votre fidélité. À très bientôt dans nos prochaines vidéos.